Mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Mesdames et messieurs, c'est la dernière chance. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Nous devons changer, alors nous allons changer. Je ne sais pas si vous partagez la même impression, mais sur Internet, lorsqu'on parle du métissage, ça provient à peu près toujours des mêmes sources. Bon, on a eu le bien connu Bassem Reiki, mais qui est trop vulgaire pour être audible. Après, on a un peu tout ce cercle de panafricanistes avec Kémy Séba, Funérailles des Tabous, Ludovic Herman, tous ces gens-là qui sont audibles, hein, qui en parlent très bien, mais qui sont, j'ai l'impression, plus connus des communautés afro, et je sais pas trop ce qu'il en est pour les autres communautés. Ensuite, si on peut la résumer ça, on a toute cette gauche un peu progressiste, les shows à Netflix qui essayent de véhiculer cette idée que le métissage c'est trop bien et que c'est quelque chose vers lequel on doit tendre. Je pensais à Netflix parce que récemment j'ai fini la série Arcane et j'avais remarqué que dedans tous les couples étaient soit des couples lesbiens, bon là c'est hors propos, ou des couples métis. Voilà, Netflix illustre bien un petit peu cette pensée qui essaie d'être véhiculée dans les esprits des gens. Je voudrais faire un petit point de définition à ce stade-là. On peut définir le métis en deux camps, c'est-à-dire on va avoir le métis de culture et le métis d'apparence. Le métis de culture, ça serait quelqu'un, par exemple, un Algérien tunisien, qui effectivement est métis du fait que l'Algérie et la Tunisie ont une culture différente, c'est pas tout à fait la même langue, pas tout à fait les mêmes plats, mais globalement, physiquement, il peut se balader dans tout le Maghreb sans choquer qui que ce soit, alors que le métis de culture, c'est aussi, le métis d'apparence, pardon, c'est un métis de culture, mais aussi, il porte les traits de l'union de ses parents. Et même si on parle beaucoup du métissage, j'ai l'impression que les métis, eux, parlent peu de, entre guillemets, ce qu'ils ressentent et comment ils vivent leur vie ensuite en tant que métis. Je vais arriver directement à la conclusion, puis je m'expliquerai, mais je pense que le métissage n'est pas quelque chose qui doit être à promouvoir, ni même encourager. Je pense que c'est quelque chose qui doit exister, hein. Je suis pas en train de te dire « Ah, je suis vraiment dégoûté d'être en vie » ou quoi que ce soit. Je suis en train de dire que c'est quelque chose qui doit rester à la marge. C'est quelque chose qui doit être disponible, mais pas encouragé. Notamment parce que je pense que le métis, d'abord, il va aller dans ce que j'appelle la perte de son identité ou de ses identités, et surtout il va terminer par être responsable, ou au moins partiellement responsable de la mort d'un ou de ses héritages. Je m'explique. Très souvent, dans ma vie, on me demande d'où est-ce que je viens, quelles sont mes origines, etc. Et je demande aux gens qu'est-ce qu'ils pensent, parce que ça m'intéresse moi de savoir de quoi j'ai l'air comme ça au premier coup d'œil. Je fais la même chose avec vous, si quelqu'un un jour regarde cette vidéo, qu'il mette en commentaire de quoi j'ai l'air. Donc voilà, bon, en général, moi on me dit on me dit tout un tas de choses. Je fais Martinique, Guadeloupe, toutes les îles, Réunion, Madagascar, tout ça. Ou alors des trucs un peu random, là, Brésil, ou je sais pas, même un Marocain du désert. En tout cas, même si je peux me réjouir du fait qu'il y a plein de pays dans lesquels je peux me rendre sans être dévisagé parce qu'il y a un clampin qui ressemble à peu près qui a à peu près la même tête que moi, eh bien, il y a quelque chose d'un peu plus néfaste ou négatif qui est que lorsque, disons, on passe la vingtaine, s'il fallait à peu près donner un âge, on a ce petit sentiment qui nous pousse à aller un peu chercher dans notre histoire, chercher à comprendre qui étaient nos ancêtres, ce qu'ils ont vécu, comment ils s'appelaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, est-ce qu'ils ont connu des événements particuliers dans leur vie. Et en général, lorsqu'on fait ça, donc on fouille un peu dans notre histoire, ça nous donne une espèce d'énergie, une espèce de lancée, et on a envie de s'inscrire dans cette continuité, on a envie de faire partie de quelque chose, on n'a pas envie que tous les efforts ou toutes les traditions meurent après nous, disons. Et je pense que c'est cette énergie qui donne un peu du cœur à toutes ces jeunesses identitaires qu'on retrouve, que ce soit blanche ou noire, hein. Par exemple avec les noirs, histoire de retourner au pays, réinvestir, comprendre un peu la France-Afrique, s'intéresser à ces choses-là, ou en France, retrouver le goût, donner le goût aux gens pour l'artisanat français, la cuisine. Je pense par exemple pour l'artisanat français à l'hôtel Missor, ou même dans une certaine mesure redonner du goût, des couleurs à la chrétienté avec Baptiste Marché. Je sais qu'il mettait des croix du Christ un peu partout dans des villages en France, et ces deux chaînes notamment par exemple, elles trouvent un certain écho en France. Ça résonne dans le cœur des gens, et je pense que ça résonne avec l'émotion que les gens ont quand eux-mêmes fouillent dans leurs propres histoires. Et je pense que c'est une émotion très forte qui nous pousse à agir, ou qui nous pousse à mener notre vie d'une certaine manière. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a un ancêtre qui a vécu en Europe, ou je sais pas, lors des périodes où il y avait beaucoup de ségrégation, beaucoup de discrimination. Mais disons qu'il va vivre sa vie avec une espèce de ressenti qui sera totalement différent de quelqu'un issu d'un autre peuple. Parce que je viens avec un autre logiciel. Je viens avec un autre discours. Je dis à l'Africain, Africain, arrête de te victimiser. Africain, arrête de faire la manche. Je dis, Africain, arrête de penser que c'est l'aide au développement, entre guillemets, française qui va t'aider. Africain, cultive ta terre. Africain, porte tes couilles. Et donc c'est cette même émotion-là qui donne envie d'agir, qui donne envie de faire des choses. Et très souvent, chez le métis, c'est là que ça bloque.
Dans un cas extrême, lorsqu'il est, il est issu d'une union de deux peuples qui se sont guerroyés de par l'histoire de l'être humain. Si on prend l'exemple d'un Congolais belge, par exemple, ben, il connaît l'histoire de la Belgique et du Congo, l'histoire sanglante, les mains coupées, les oreilles, etc. Il va avoir une rage, mais elle ne sera pas aussi authentique que la rage d'un pur Congolais qui, lui, ne va pas chercher à comprendre qu'est-ce qui se passait du côté de la Belgique et qui sera juste en train de se dire oh, les Belges, c'est des enfoirés, comme ils ont fait ça à mon pays, moi je vais retourner au pays, je vais me battre pour le Congo, pour faire en sorte que le Congo retrouve ses lettres de noblesse. Alors qu'un métis, lui, va être plutôt quand même dans une forme de compréhension. Vous voyez, il va se dire, bon, mais tout le monde n'était pas au courant en Belgique, il y avait de la désinformation, il y a des gens qui sont battus contre. Et du coup, le fait qu'il soit plus sage, plus posé dans sa pensée, parce qu'il peut pas juste cracher à la gueule de toute une partie de son ascendance, ça va faire de lui quelqu'un qui va être plutôt dans l'inaction. Il va comprendre, hein, je dis pas qu'il va pas ressentir la même chose, mais il va être dans une espèce de statu quo. Il va moins facilement agir. Et le problème, c'est que même s'il y arrive, même s'il finit par faire ce choix silencieux de se dire bon ben tant pis pour les ancêtres, moi je vais me battre pleinement pour le Congo, je pense que cette cause est juste ou peu importe la cause qu'il va défendre, mais en tout cas qu'il va être motivé à faire quelque chose, il va se heurter maintenant au poids des apparences. C'est comme le racisme anti-blanc. Moi, tu vois, je suis pas concerné. Bah si, mais à moitié concerné. Ben oui, mais bon, je suis noir et quand je vais au Cameroun, je suis métis. Oui. Je suis jamais blanc. Je me prends pour exemple, l'année dernière j'ai fait 2 voyages dans 2 beaux pays d'Afrique noire, qui sont la RDC et la Côte d'Ivoire. Et c'est à ce moment-là où ma double identité, disons, s'est révélée, ou du moins le poids de mon apparence s'est révélé. J'ai quand même beaucoup à cœur la cause afro, et pour la première fois, j'ai remarqué que du coup en France on m'associait aux noirs parce que forcément je suis plus foncé, plus noir que la plupart des blancs ici, mais en Afrique je suis vu comme un blanc, étant plus clair que la plupart des gens là-bas qui sont noirs. Ça fait sens, hein, c'est une logique qui va dans les deux sens, donc échec et mat entre guillemets. Mais du coup, une fois que le métis, disons, a fait ce choix, a réussi à passer outre voilà, certaines choses vis-à-vis de ses 2 ascendances, ou même plus, il va du coup maintenant se confronter au fait que les gens qui sont censés être ses alliés, qui sont censés l'encourager dans cette cause qu'il a à cœur de défendre, bah, il le traite pas comme un allié, il peut même parfois le traiter comme un ennemi en fonction du coup, là, du côté noir, de son taux de mélanine. Et c'est assez complexe à vivre. En fait, on peut penser par exemple à Michael Jackson, qui, imaginons s'il n'était pas devenu blanc à cause des médicaments, mais c'était juste une maladie, et qui était retourné en Afrique en disant voilà qu'il veut se battre pour la cause noire, ben en fait le premier Africain qui passe par là, il va dire bon lui c'est un blanc, on s'en fout. Et du coup en fait cette perte de légitimité aux yeux du plus grand nombre bah, fait que donner du cœur à la cause c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que tu pourras toujours faire pour, mais tu n'auras jamais l'air d'eux. Et ça crée une forme d'injustice parce que s'il est légitime, par exemple, moi j'ai un parent noir, si j'ai à cœur la cause noire, bon, ben, ah, j'ai le droit. Mais du coup, le métis, il me fait un peu penser à cette histoire d'échéance de nationalité. Si on prend l'exemple d'un pur Angolais, ben, s'il connaît rien à l'Angola, il sait pas quelle langue on parle, connaît pas, il peut à peu près situer le pays, mais bon, lui il a grandi en France, il connaît rien. On va jamais remettre en question cette origine-là, le fait qu'il soit angolais. Alors qu'un métis franco-angolais, qui ne connaîtrait rien à l'Angola, bah, tout de suite on le qualifierait de blanc en fait. Ça serait un peu qu'on pourrait le déchoir d'une de ces 2 nationalités, alors qu'un pur Angolais, bah, lui, bon, il restera Angolais même s'il connaît rien, etc. Cette petite injustice encore auquel le métis doit faire face, il doit encore passer au-dessus. Donc voilà, c'est un peu l'accumulation, dans un premier lieu, de ces 2 points. C'est que trouver la légitimité pour aller se battre pour une cause, c'est difficile parce que très souvent, bah, le métis est issu de 2 peuples qui ont été en conflit, et ensuite, même il arrive à trouver cette force et il se sent légitime, eh bien, il va voir que physiquement, on ne va pas lui donner le crédit qu'il pense avoir. Et donc, c'est un peu comme retirer du carburant à l'énergie qu'il peut avoir pour aller défendre cette cause-là. J'ai parlé à un moment donné de la mort des héritages, que le métis pourrait être responsable de ça. C'est des mots forts, mais je voulais l'illustrer par l'idée que on dit souvent que le métis, c'est un pont entre 2 cultures. Que ça serait l'addition de 2 choses et que vraiment le métis apporte un plus. Et je suis vraiment pas d'accord avec cette idée. Je juge que faire le pont entre 2 cultures, bah, ça dénature les 2 et donc les 2 cultures cessent d'exister. Ça serait un peu comme le ligre. Le ligre n'est pas et un lion et un tigre, c'est un ligre. Ce n'est pas les 2. Voilà. Une culture où on aurait fait le pont entre 2 cultures différentes, ça cesserait d'être ce qu'elle était à l'origine. Même si, bon, il y a toute cette discussion que les cultures sont changeantes, etc. Avec le temps, elles se sont façonnées, mais globalement, lorsqu'on le pense comme ça, c'est l'idée qui en ressort, du moins pour ma part. Parce que si on part de l'union même de ses parents, prenons l'exemple d'un Japonais congolais, pour que l'union marche, pour que cela fonctionne un tant soit peu,
les deux parents ont dû sacrifier quelque chose pour que cette union marche. Ils ont dû délaisser une partie de sa culture. On peut prendre un point bête comme la cuisine, ou même la musique, ou même peu importe la chose que toi tu allais embrasser dans la culture de l'autre. Ça fait que tu vas devoir mettre ces éléments de ta culture en recul. Et du coup, tout ce qui sera délaissé par les parents ne sera jamais inculqué au métis. Et donc, ça fera de lui quelqu'un qui aura une connaissance de ces deux cultures approximatives. Et on comprend, hein, un Congolais japonais né en France, bon, ben, il faudrait qu'il apprenne les deux langues, il faudrait qu'il connaisse la plupart des plats de ces pays, etc. C'est dur à demander pour une seule personne. Ça ferait donc pas de lui quelqu'un qui viendrait porter l'addition des deux cultures, mais ça serait même la soustraction, en fait. Ça serait un mauvais japonais et un mauvais congolais, parce qu'il connaîtrait moins de choses qu'un Congolais pur, qu'un descendant de Congolais pur, et moins de choses qu'un descendant de japonais pur. Donc voilà, maintenant le métis, quand il va évoluer dans sa vie, ben, il sera toujours un peu dans un rôle. Je peux me prendre par exemple encore, je suis issu d'un métissage, pour répondre à la question du début, entre Afrique noire et Maghreb. Et lorsque je me retrouve avec des Maghrébins, ben, j'essaie toujours un peu de filouter. Presque des fois, j'espère qu'ils vont pas me demander d'où je viens et que je vais pas devoir dire que je suis issu du Maghreb parce que j'ai pas envie qu'ils m'enchaînent en arabe, j'ai pas envie qu'ils me demandent d'où est-ce que je viens exactement et que mon côté maghrébin puisse être risible. C'est comme si j'avais peur en fait, qu'on remette en cause ma légitimité et c'est ce qui pourrait se passer. Et donc on joue un petit peu un jeu. Et ça me fait penser à cette phrase de Maupassant que j'aime bien, qui est « Il n'est pas difficile de passer pour fort, le tout est de ne pas se faire pincer en flagrant délit d'ignorance ». Et c'est vraiment ça. Tu essayes de filouter pour qu'on ne te pose pas trop de questions, parce que tu sais que tes connaissances sont limitées. Cette idée de jouer un rôle tout le temps et d'avoir sa légitimité remise en question, même si j'ai un de mes parents qui est issu du Maghreb, je peux pas faire autrement. Je veux dire, on peut pas remettre ça en question. Il n'empêche que ce côté peut être risible de par le fait qu'il me manque des choses, par exemple la langue. Maintenant, pour revenir au terme de pourquoi est-ce que le métis pourrait être responsable de la mort de son héritage ou de ses héritages, ça viendrait du fait que, en fonction de son choix de conjoint, il va vraiment tracer une route et embarrer. Imaginons que je venais avoir un enfant avec une Finlandaise, pour prendre un truc à rien à voir. Eh ben, qu'est-ce qui resterait de ce côté afro, de ce côté Afrique subsaharienne dans cet enfant-là? Il deviendrait tellement clair que même en Finlande, on le prendrait pas pour un noir. Ça serait en toute logique qu'il n'aurait pas à cœur cette cause noire. Et lorsque lui aussi, passé la vingtaine, il va commencer à trifouiller, qu'il va voir qu'il a effectivement une ascendance côté africaine, il va jamais s'identifier à celle-ci. Et même s'il venait à retourner en Afrique, personne ne le considérerait comme tel. C'est-à-dire que moi, déjà, le peu de crédibilité que je peux avoir, mais lui n'en aurait plus aucun. Et donc, je comprendrais totalement que la cause noire s'évanouirait après lui. Et en fonction des choix qu'il va faire, bon alors là, on peut fermer, on peut mettre une croix à toute cette ascendance, à tout ce côté africain. Et donc, ça ferait de lui un petit peu cette fin de continuité, celui qui mettrait un point final à tout l'héritage. Et pour peu que, du coup, mon père qui est noir n'ait eu que moi comme enfant, et ça ferait que, fatalement, mon père aurait cessé d'exister après les choix que j'aurais faits. Et ça, je pense que c'est un choix qui mérite d'être réfléchi. Et juste pas être drivé par tous les choix de Netflix en se disant super, let's go pour le métissage, c'est trop cool, c'est trop beau. Donc voilà, en conclusion, tout ce que je veux dire, c'est que il y a plein de belles choses dans le métissage, je le nie pas. Mais je pense qu'il y a aussi énormément de noblesse et énormément de beauté dans le fait de préserver l'identité, l'originalité de notre culture. Et je pense qu'avoir à cœur cette quête-là, de faire vivre à travers ses gènes, à travers sa couleur de peau, à travers ses spécificités, tes yeux bridés, les cheveux roux, c'est très noble. Et j'aimerais faire honneur à ces gens-là qui font ce choix-là. Et j'aimerais aussi venir à contre-courant un peu toute cette idéologie. Parce que on peut très vite se rendre compte que si le métissage venait à être reproduit à grande échelle, on arriverait dans un monde bien pauvre finalement. Bien pauvre, parce que si je venais au Japon dans 50 ans avec mes enfants, et que j'arrive là-bas et qu'il n'y a que des métis, la moitié ils sont noirs, ou que je vais en Afrique et qu'il y a des blancs ou que des indiens ou peu importe, ça serait très triste. Ça serait très triste parce qu'on aura perdu notre originalité. Donc voilà, en tant que métis, je me suis dit que mon avis avait sa pertinence et je voulais la partager avec vous. Bon amusez-vous bien et à plus. Baby.